Donc sur cette table ronde, j'ai le plaisir d'accueillir, alors on va commencer par Laurence que vous connaissez déjà, donc RO chez EVA. Il y a aussi Christian Rogliano qui est logisticien chez Mosaïque Archéologie. André Rivalan qui interviendra aussi, qui est RO chez Mosaïque Archéologie. Et Grégory Schutz, qui est responsable d'opération et adjoint au responsable de service au département du Calvados. Donc, merci de participer à cette table ronde. Aujourd'hui, donc, on va parler de la gestion de l'eau sur les chantiers. Juste pour introduire le sujet, je vais vous parler de cette eau. De quoi parle-t-on exactement? Il s'agit de l'eau pluviale qui tombe ou qui ne tombe pas, donc liée au climat et à la météo. On va parler de sécheresse, d'inondation, mais aussi de gel et de dégel qui ont des impacts considérables sur les chantiers, sur leur fonctionnement et sur les archéologues aussi. On va parler d'approvisionnement et d'évacuation qui est un peu charnière avec tous les aspects logistiques qui s'y rapportent. Donc, raccordement au réseau qui existe ou non, et l'évacuation aussi qui existe ou non. Et les autres systèmes d'approvisionnement. Ensuite, on parlera aussi de la consommation en eau potable sur les chantiers et des différents types d'approvisionnement qui peuvent exister et des solutions qui sont apportées sur certains des chantiers. Donc, on va s'attacher à définir les différents types de contraintes dans un premier temps par le partage d'expériences entre les différents intervenants, ce qui nous permettra aussi de cerner un peu les contours réglementaires qui sont rattachés, puis de présenter les domaines et leviers d'action qui ont aussi été expérimentés et de les partager donc avec le plus grand monde et d'envisager des pistes de travail pour mieux appréhender ces problèmes. Donc voilà, je vous laisse la parole sur cette thématique des intempéries, du gel, du dégel. Voilà, vous avez fourni tout un tas de photographies de chantiers qui sont très parlantes. Et je pense que vous avez encore des choses à dire dessus. Peut-être, ouais, Laurence, peut-être si tu veux commencer avec les intempéries, toi qui travailles peut-être sur des chantiers. Oui, je vais essayer. Vous m'entendez là? Est-ce que là, vous m'entendez? Ah, là, c'est bon. Ouais. Merci, ça m'aide à reprendre mon souffle. Moi, je travaille dans deux secteurs principaux, en Bretagne et en Île-de-France. Enfin, je travaillais partout en France, mais maintenant, c'est mes deux secteurs principaux. Donc, les intempéries, la pluie, je connais. Je suis bretonne, donc c'est classique chez nous. Alors ça, c'est pas des photos à moi, mais il y en a quelques-unes qui vont défiler tout à l'heure. Quand il pleut, que faire ? Quand il pleut trop, que faire ? On a tous utilisé des pompes sur nos terrains. Alors, il y a des problèmes aussi, j'ai pas trop eu le temps de m'y pencher dessus, mais je compte m'y pencher dans le reste du groupe sur notamment l'évacuation de l'eau dans les fossés. Parce qu'on l'a tous plus ou moins fait, de mettre une pompe, d'envoyer ça dans le fossé le plus proche. Et en fait, en vrai de vrai, il faut que je travaille un peu la loi dessus, mais je crois que c'est pas tout à fait légal. Donc, normalement, les eaux, on appelle ça les eaux d'exhausteur ou un truc comme ça, je crois. C'est quand on récupère des eaux de nappe et qu'on les balance dans les fossés. C'est soumis à une dérogation. Désolée. C'est soumis à une dérogation. Je crois qu'il faut demander, je ne sais plus à qui, je rechercherai ça, mais je vous tiendrai au courant. Et en plus, on peut avoir, et ça, il faut que je le bosse aussi, sur le côté environnemental, des problèmes avec le code de l'environnement, bien évidemment, qui va un peu nous agacer et qui va nous demander de faire des filtres. Donc, je ne sais pas si vous en avez déjà utilisé, mais moi, j'ai dû mettre des filtres à paille, ce qu'on appelle des filtres à paille, qui sont plus ou moins efficaces, qu'on fait plus ou moins avec du grillage à poules et de la paille. Et c'est le genre de question, quand on a des chantiers inondés, qu'il va falloir qu'on se pose de plus en plus, parce qu'on déroge à pas mal de lois, en fait, souvent. Et du coup, il va falloir qu'on bosse aussi un peu là-dessus sur la suite. Donc, pour les chantiers humides, voilà. Pour les chantiers secs, tant que j'y suis, vu que j'ai la parole, je continue un peu, je vous laisserai parler après. J'en ai fait aussi quelques-uns, malgré tout. Ça, voilà, il y a eu des moments un peu secs aussi. Et moi, j'ai des souvenirs d'avoir fouillé, fait des coupes à la hache
parce que la truelle, elle rentrait plus, parce que le burin, il passait pas, et qu'on a des haches sur nos terrains. Merci Jérôme. Et j'adore, moi, les haches. Et les coupes à la hache, c'est génial, c'est un peu compliqué, mais quand on en arrive là, c'est triste quand même, et c'est assez effrayant, en fait. Donc... Au niveau de l'enregistrement et de l'impact sur les vestiges aussi, peut-être. Ah bah de toute manière, quand il fait sec, on voit plus rien. Quand il fait trop sec, toutes les couleurs s'effacent, donc sur les coupes, c'est compliqué. Et quand c'est trop sec, trop humide, on voit même plus les coupes vu qu'elles sont sous l'eau. Donc c'est compliqué aussi. C'est la météo, hein, c'est difficile à gérer, c'est difficile à trouver des solutions pour gérer ça. Donc j'en ai pas encore et j'attends de mes collègues qu'ils nous en donnent. Voilà, et je laisse la parole. Au niveau des contraintes, c'est vrai qu'on avait, en préparant la table ronde, on avait évoqué beaucoup de contraintes qui noient le chantier. Donc, il faut évacuer les eaux. Ça a un impact sur les vestiges archéologiques, mais aussi sur les archéologues. Je ne sais pas si vous avez déjà été confronté, peut-être, Grégory, si vous avez un mot à dire là-dessus. Vous m'attendez en tournant. Comme on est un service en Normandie, forcément, vous attendiez à ce que tous nos chantiers soient inondés. Mais on est comme partout, hein, on a des périodes de sécheresse de plus en plus importantes. Sans déflorer la future table ronde sur le terrassement, nous, on a résolu sur les derniers gros chantiers cette problématique d'inondation, en tout cas pas sur les diagnostics, mais sur les fouilles, en faisant le décapage. Et on a moins d'impact de grosses intempéries ou de grosses pluies ou de coulées de boue. À partir du moment où on phase les décapages, même en milieu rural, sur des grandes superficies, on fait ça dans des espaces plus réduits, dans des zones décapées plus réduites, ce qui fait que quand il y a un impact, on a moins de structures qui sont abîmées, une meilleure lisibilité. Mais ça, on pourrait en reparler tout à l'heure, éventuellement sur le table ronde. Donc voilà les principales techniques. En fait, nous, notre démarche, je suis aussi membre du CA de l'ANACT, et dans la réflexion qu'on peut avoir entre collectivités, nous, au département, on a engagé une démarche qui est un petit peu différente, qui est plus globale, dans le sens où on est en train d'une démarche de RSO, responsabilité sociétale et environnementale des organisations. Concrètement, on a essayé, ça crée une espèce de liant dans toutes nos démarches. On a discuté au sein des équipes des problématiques qu'on peut rencontrer. Bien-être au travail, difficultés de travail en fonction des intempéries, etc. Bien évidemment, les aspects environnementaux, pollution, etc. Et cette démarche-là globale, elle nous a entraîné à modifier nos façons de travailler. Donc pas uniquement penser, il y a beaucoup d'eau, pompage, plutôt penser comment faire pour ne pas être contraint par trop d'eau ou par trop de sécheresse. Et c'est comme ça, c'est quelque chose qui impacte un peu différents aspects. C'est pas forcément très facile à illustrer sur un point particulier. Mais en prenant une démarche globale d'interrogation de nos pratiques de travail, on a mis en place sur les derniers chantiers des phasages de décapage, des récupérations d'eau de pluie sur les terrains. Alors, c'est surtout les contraintes qui nous ont guidés au départ. Hein. On a eu des chantiers où on était très contraints. Beaucoup de chantiers en même temps n'ont pas la possibilité de pouvoir faire du lavage en post-fouille. Donc on a cassé le diptyque fouille post-fouille en faisant la post-fouille sur le terrain. Ce qui nous a ensuite entraîné sur la discussion de il faut de l'eau. On n'est jamais raccordé à l'eau sur nos chantiers. Je me souviens pendant la préparation de cette table ronde, j'étais surpris que vous puissiez avoir de temps en temps de l'eau courante. Nous, on a déjà eu du mal à avoir de l'électricité sur un chantier en centre-ville devant le bâtiment du département du Calvados, pour plein de raisons administratives. Donc voilà, on modifie un peu cette façon de travailler. Ça a entraîné d'autres contraintes, mais finalement, on y a répondu de manière très parcellaire. Donc, voilà, pas de place post-fouille sur le terrain, donc de l'eau sur le terrain, pas de raccordement, donc récupération de pluie. On a une super gestionnaire des collections et logisticienne qui a inventé des systèmes ou qui a repris des systèmes existants pour filtrer l'eau. Et on travaille comme on fait un peu habituellement, souvent en archéologie, on bricole, on teste. Et c'est toujours très engageant de voir qu'il y a d'autres personnes qui travaillent sur les mêmes questions et on peut partager des solutions. Avant d'aller plus loin dans les solutions, on va éplucher peut-être un peu plus les contraintes. C'est vrai que Laurie Danielou, qui est responsable d'opération chez Arkémine, nous a aussi fait part de témoignages et envoyé quelques photos à partager. Et elle nous a fait part de problématiques aussi d'arrêt de chantier total, où aussi il y a eu certains chantiers sur lesquels il était impossible même de pomper la nappe phréatique. Donc ils se sont retrouvés coincés à attendre que l'eau redescende. Et donc ensuite à faire des choix sur les structures à fouiller ou pas, avec bien sûr l'aval du SRA. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré souvent, si c'est quelque chose qui arrive finalement assez souvent, des retards de chantier. Qu'est-ce que ça implique sur vos chantiers, ces intempéries-là? On parle pour l'instant
de la pluie, mais ça peut être aussi la sécheresse. J'imagine qu'il y a les mêmes problématiques. Ah oui, dans les deux cas, ça génère généralement des retards de chantier, parce que bon, là, quand c'est très dur, très sec, on fouille moins vite. En plus, bon, il fait très chaud, et du coup, tout ça, ça ralentit bien sûr le déroulé de l'opération. Bon, l'eau, j'en parle même pas. Hein, voilà, tout le monde a connu ça, un arrêt de. Enfin, je pense, tout le monde a connu un arrêt de chantier à cause d'une inondation. Dans le cas de la sécheresse, bon, moi, j'ai pas eu d'arrêt, mais effectivement, voilà, il faut trouver des solutions adéquates. Donc, en général, bon, je dis à mon équipe de bien humidifier, soit pendant la journée, en amont, donc avant de traiter la structure, humidifier et couvrir avec une bâche. Le problème des bâches, c'est que ça peut s'envoler, et quand il y a une route à côté, ça peut être voilà, accidentogène, ça peut être risqué aussi. Dans le cas des sites inondés, moi en général, en amont de l'opération, voilà, je regarde un peu le dénivelé, je cherche les points bas, je fais un puisard. Et voilà, en cas de forte pluie, parce que bon, moi j'interviens dans le quart sud-est, donc c'est plutôt des épisodes violents. Donc voilà, j'essaie de guider toute l'eau vers des puisards. Et bon, dans certains cas, il y a des sondages qu'il faut vider avec motopompe. Voilà, pareil, hein, j'imagine qu'on a tous fait ça, pomper en équipe réduite. Et donc le reste de l'équipe fait du poste-fouille. En termes de gestion du chantier, pour un responsable archéologique aussi, la gestion des équipes, de ces contraintes-là Alors, dans le cas de la sécheresse, oui, il y a des problèmes physiques. Je pense aux poignets, les canaux carpiens, etc. Oui, c'est très important. Il y a le problème aussi scientifique, comme tu le disais. La sécheresse, on ne voit plus rien. Il n'y a qu'une seule US, qu'une seule couche. Bon, c'est pratique pour les arbres stratis, hein, ça va vite, mais c'est faux. Donc, ouais, faut arroser pour pouvoir lire les différentes couches, les différents comblements, etc. Donc, nous, on arrose. Alors, on a eu le cas là, récemment, c'était en 2019 où il y avait eu la grande canicule et où on avait vu qu'il y avait des dérogations dans les Pyrénées-Orientales où ils avaient le droit d'arroser, mais nous on n'était pas concernés. Donc il y a ce genre de contraintes aussi. Oui, c'est ça. Dans les Pyrénées-Orientales, les PO, il y a eu des soucis de sécheresse qui sont encore actuels d'ailleurs, même si on n'est plus en période estivale. Et dans ces cas-là, est-ce que vous avez eu des problèmes justement à approvisionner en eau les chantiers pour arroser les sols Oui, c'est toujours une problématique. Alors dans certains cas, on est raccordé à l'eau de ville, donc là c'est le paradis. Mais dans d'autres cas, c'est les citernes qui se vident très rapidement. Faut les remplir, c'est pas toujours évident, parce qu'il faut trouver des points pour pouvoir recharger. Alors bon. Donc il y a ce genre de problématique, bien sûr. Et au final, si on lisse sur l'année, il y a des problèmes l'été, il y a des problèmes l'hiver. Oh oui. Il y a des problèmes tout le temps, quoi. Tout le temps. Et il y a même des problèmes qui relient les deux. Quand on est sur une période sèche et qu'on est en décapage et qu'on fait extrêmement beaucoup de poussière, ce qui peut être vraiment très gênant pour le voisinage, et qu'on essaye de commander des arrosages sur nos poussières pour pouvoir limiter ça. Des fois, on se retrouve avec une dérogation, encore une, sur l'interdiction d'arroser les terres cultivées, les terres comme ça, les poussières comme ça. Donc on se retrouve non seulement avec des problèmes de poussière, mais aussi des problèmes où on ne peut pas arroser pour poser ces poussières au sol. Et ça, c'est aussi assez problématique, et c'est des arrêtés très locaux, en fait, qu'il est difficile à contredire, en fait. Donc ça peut être un problème double, poussière et eau. Du coup, pas d'eau et plein de poussière. Oui, et des poussières dangereuses aussi, j'imagine, pour les personnes qui les respirent. Oui, et pour les riverains qui vont râler, parce que leur piscine est... voilà, ce genre de choses. Mais oui, non, bien sûr, c'est à la fois pour les personnes sur le terrain, où on va éventuellement respirer les particules fines, et également les relations avec le voisinage, quand on intervient dans un lotissement, notamment, dans ce genre de contexte. Ça, quand on est au milieu des champs, à la limite, mais quand on est en semi-urbain, là, c'est des zones plus sensibles, où il faut ménager un peu le voisinage.
Et le point de vue du logisticien, du coup, sur ces questions d'approvisionnement en eau en période de pénurie Bon, déjà, il faut sur les dire raccordements. qu'on a quasiment abandonné l'idée d'avoir l'eau courante sur les chantiers, parce que c'est vraiment très compliqué. Les concessionnaires qui distribuent l'eau ne sont pas du tout réactifs. En plus, ils nous demandent des éléments qu'on n'a pas. C'est-à-dire que souvent, on nous demande est-ce que vous avez un acte de propriété ou un permis de construire, ce qui n'est pas du tout notre cas. Donc, c'est très compliqué. Des fois, on arrive à quand même avoir l'eau courante, mais bon, c'est vraiment des cas exceptionnels. Donc, on est obligé de trouver des solutions alternatives. On amène des citernes, des tonnes à eau. La difficulté après, c'est comment on les remplit. Parce que quand on cherche des prestataires qui font de l'assainissement, souvent, quand on demande des quantités, qu'on leur dit les quantités qu'on a récupérées en eau grise ou en livraison d'eau propre, ça ne les intéresse pas parce que ça ne fait pas assez de chiffres. Donc on a cette problématique-là. Donc on est obligé d'alimenter nous-mêmes nos chantiers. Donc ça veut dire, on prend des véhicules, on met une tonne à eau, on le remplit, on va jusqu'au chantier. L'impact carbone, on n'en parle pas. Il faut remplir. Et après, il faut avoir l'électricité. Ça, c'est encore une autre paire de manches. On en parlera ultérieurement dans un autre sujet. Il faut alimenter les surpresseurs, certaines pompes, etc. Donc, c'est vraiment assez compliqué pour avoir l'eau sur les chantiers. Et après, bien sûr, il y a des restrictions. On travaille beaucoup dans le sud. Et on a droit. Alors, est-ce qu'on a droit, point de vue légal, d'amener de l'eau d'une autre région dans une région qui est en sécheresse? Est-ce qu'on peut être pénalisé pour ça ou pas? Est-ce qu'ils vont considérer qu'on a récupéré l'eau dans la région concernée? C'est des questions qu'on peut se poser. Peut-être pareil pour ce qui est du tamisage, ça me fait penser au transport de sédiments pour aller tamiser ailleurs, ou alors au tamisage qui est prescrit peut-être parfois sur les chantiers, qui doivent être faits en phase de fouille et qui sont peut-être pas forcément toujours réalisables. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce cas. Alors, effectivement, moi, en fait, je suis dans la CTRA sud-ouest, donc là où il fait sec, en plus. Et je sais qu'on a souvent cette discussion avec les CRA qui mettent dans leur cahier des charges de plus en plus la réalisation du tamisage sur les sites. Donc, je sais qu'il y a certains organismes dont tu pourras nous parler d'ailleurs qui trouvent des solutions pour faire ce tamisage sur les sites en récupérant de l'eau de pluie, mais ça peut être extrêmement complexe quand ça n'est pas le cas, qu'on n'est pas raccordé, qu'on n'a pas de l'eau. Donc, je sais qu'il existe des solutions dont on pourra parler tout à l'heure. Mais moi, souvent, je les interpelle en leur disant c'est sympa de mettre ça dans les cahiers des charges pour les fouilles, sauf que techniquement, c'est compliqué à réaliser. Et les réponses sont c'est pas vraiment notre problème, en fait. Donc, oui, c'est vrai. En plus, techniquement, ils n'ont pas à répondre à cette question. C'est à nous de le faire dans nos PSTI. Sauf que c'est compliqué à faire entendre qu'en temps de sécheresse, c'est compliqué, qu'on n'est pas raccordé et que ça peut devenir un vrai problème. Donc, dans ce cas-là, effectivement, il va falloir qu'on réfléchisse à des solutions pour pouvoir le mettre en place si les services régionaux gardent cette idée qui n'est pas, en somme, pas mauvaise, mais qui peut techniquement s'avérer très compliquée. Moi, je voudrais rajouter, c'est qu'en plus, en règle générale, quand on tamise, on doit tamiser avec de l'eau de consommation. Parce que par rapport à la réglementation, on n'est pas censé toucher de l'eau de pluie, etc., pour pouvoir tamiser. Donc ça devient encore plus compliqué. Et, ouais. Ça m'évoquait juste une chose, on n'a pas encore, à ma connaissance, de prescription du SRA avec des tamisages obligatoires. Pour revenir sur le sujet initial, tout à l'heure, d'intempéries, on a des prescriptions de fouiller en dehors de la période hivernale pour un certain nombre de vestiges, en particulier protohistoriques, par rapport à la fragilité du matériel dans le limon qui peut être gelé. On est en train de travailler avec eux aussi sur des prescriptions sur des terrains, notamment inondables, où les données de l'ADREAL nous indiquent que la nappe d'eau est très très haute, et leur indiquer qu'il n'y a pas d'intérêt à intervenir en janvier-février, parce que c'est souvent avec un hiver pluvieux des moments où la nappe est plus haute. Même si parfois l'été c'est pas forcément mieux, en tout cas en Normandie, avec un printemps très pluvieux, on a des nappes très hautes, on peut avoir des nappes très hautes en été, et une intervention plutôt début automne est plus préconisée. Donc ça c'est pour le côté aller-retour avec le SRA. Et nous, notre démarche, c'est toujours dans ce côté un peu environnemental, c'est qu'on est
on va pas exploiter ça sur beaucoup de chantiers, mais on fonctionne avec une tonne à eau de 500 litres et en système fermé. Et le chantier de 6 mois qu'on a pu faire au nord de Caen, à Doulet-des-Livrandres, on partait sur un système de récupération d'eau de pluie, mais il n'y a eu pas assez de pluie au moment pour amorcer le système. Donc on a acquis une tonne à eau, et en fonctionnement en circuit fermé, en filtrant l'eau, on a pu réussir à gérer le chantier de 6 mois et laver tout le mobilier sur le temps du terrain avec ces 500 litres. Alors évidemment, on bricole toujours, donc le côté réglementaire sur l'eau qui a été filtrée, etc. Normalement, le système ne pose pas de problème, mais on est toujours évidemment à la limite par rapport à une réglementation qui n'est pas forcément adaptée, en tout cas avec des problématiques contemporaines. Donc, avant d'aller plus en avant sur les systèmes qui ont déjà été mis en place et les leviers d'action, Laurence, c'est vrai que tu rappelais tout à l'heure la réglementation sur le raccordement, parce que Christian avait l'air de dire qu'effectivement c'était très compliqué pour un chantier d'être raccordé. Et voilà, il y avait ce petit point réglementaire. Je ne vais pas reprendre ce que j'ai dit. Mais juste que voilà, ça existe. Mais effectivement, oui, c'est compliqué. Après, moi, je voulais dire sur le raccordement, que la loi est complexe. Les aménageurs, les maîtres d'ouvrage, ça les arrange bien qu'on ne leur demande pas un raccordement. Il y a plein de chantiers du BTP où ils ne se posent même pas la question. Ils ont des plateformes, ils ont des Algeco, ils ont des raccordements sans qu'on leur demande, parce que c'est le BTP, parce qu'ils se défendent depuis des années et des années. Et ils ont même réussi, comme vous l'avez vu tout à l'heure, à intégrer des titres bâtiments et génie civil dans la loi. Donc ça, c'est parce qu'ils se battent depuis très longtemps pour le faire et ça a instauré leur propre loi. Moi, j'ai du mal à comprendre, et c'est une question que je jette comme ça, que sur des chantiers, alors je ne parle pas de chantiers de moins de 4 mois qui peuvent être faits un peu plus à l'arrache, entre guillemets, mais sur des chantiers un peu plus longs, je ne comprends pas que juste après nous, on installe une super plateforme avec des super Algeco et des toilettes pour le chantier du TP, alors que nous, on est passé avant et qu'on n'a eu rien du tout. Et c'est un système chez les archéologues où je sais qu'on a l'habitude de faire avec un couteau, une fourchette et une petite cuillère. Mais il y a des moments où il faudrait qu'on apprenne aussi à se battre un peu plus auprès des maîtres d'ouvrage et des aménageurs pour qu'eux respectent aussi les lois et qu'ils les appliquent aux archéologues, parce que somme toute, on n'est pas très différent du BTP. Et quand un gros chantier s'installe derrière et qu'on sait qu'il va y avoir des routes, qu'on sait qu'il va y avoir des bâtiments, qu'il va y avoir des bases de vie, pourquoi nous, on ne les aurait pas aussi avant? Ce qui fait qu'en plus, l'aménageur fait une économie, le maître d'ouvrage fait une économie, c'est-à-dire qu'au lieu de nous financer une base de vie dans nos PSTI et après en repayer une pour le BTP, il l'installe dès le début. Alors certes, il y a peut-être des délais entre nous et les aménagements, mais en général, il ne se passe pas grand-chose sur ces terrains-là, hormis on les rebouche, peut-être un peu d'agriculture. Une base de vie de 200 mètres carrés, c'est pas compliqué à mettre en place et à garder quelque temps. Donc c'est une question que je me pose. Est-ce que peut-être aussi qu'on n'est pas défaitiste et qu'il ne faudrait pas se battre un tout petit peu plus pour essayer d'obtenir ce genre de choses? Alors bien, comme je le dis, sur les chantiers qui durent un petit peu, où on aurait besoin d'un petit confort quand même un peu sympa, et où de toute manière on sait pertinemment que derrière l'eau et les réseaux usés viendront jusque-là. Donc peut-être que c'est un peu de notre faute aussi, de temps en temps, de ne pas être bien équipé. Moi, je voudrais rajouter qu'on pourrait demander aussi aux aménageurs des périodes de fouille. Pourquoi fouiller en plein été quand on sait que c'est très sec, et pourquoi fouiller en hiver quand il pleut beaucoup? Voilà. Est-ce qu'on ne pourrait pas demander un petit peu plus aux aménageurs aussi? Est-ce que ce dialogue finalement qui manque entre peut-être aménageurs, SRA, et vous l'avez déjà expérimenté, Grégory, vous en parliez? On est en plein dedans parce qu'on a un projet qui doit être fait sur un centre-ville urbain dans le Calvados, et effectivement là c'est la casquette accompagnement, ingénierie territoriale du département par rapport à la collectivité qui nous interroge avant tout cadre de mise en concurrence et de marché public, qui nous interroge sur un projet qui souhaite mener. Et voilà, effectivement, parmi les données qu'ils peuvent nous donner, qui peuvent nous communiquer, les données géotechniques, on leur apprend à lire entre les lignes, et voir même ce qui est inscrit en disant qu'intervenir dans une zone inondable en centre-ville urbain où la nappe peut remonter à moins 1 mètre, pour fouiller à moins 3 mètres, ça va être compliqué de le faire au mois de janvier ou au mois de février. Donc ça, et le discours, il l'entend tout à fait. Il n'y a vraiment pas de difficulté par rapport à ça. Il y a parfois des contraintes sur chaque chantier particulier, mais je pense que c'est du bon sens. Donc il n'y a pas vraiment pour l'instant, nous, on n'a pas eu vraiment de refus. Alors, pour compléter sur ce sujet, je repars sur ma CTRA Sud-Ouest. Ça nous arrive aussi, nous, aux experts, de demander des contraintes de météo
Quand on voit bien, notamment quand on travaille dans les Hautes-Pyrénées, on sait bien qu'il y a des périodes où il ne faut pas y aller en haute montagne faire des fouilles archéologiques. Et donc, ils l'entendent, quand on est sur les travaux sur les cahiers des charges, ils l'entendent assez bien quand on leur parle de ces contraintes. Et l'avantage de les faire placer au niveau du SRA, c'est quand c'est dans le cahier des charges, on ne peut pas y déroger. Ce qui contraint l'aménageur aussi d'avoir ces contraintes de météo. Donc, c'est peut-être aussi aux experts en CTRA d'appuyer ce genre de demande quand on sent que ça va être compliqué. Alors après, il y a certaines régions, la Normandie, la Bretagne, il faudrait qu'on exclue 10 mois sur 12. Désolée, hein, mais c'est comme ça. Et dans le sud, de la même façon, mais pour la sécheresse. Donc, mais bon, de temps en temps, on peut quand même aussi essayer de faire cet effort. Et là, j'interpelle les collègues experts ou futurs collègues experts d'essayer de se battre pour ça aussi, que ce soit inscrit dans les cahiers des charges. Mais ils l'entendent de plus en plus, parce qu'ils ont conscience des sécheresses et des périodes d'inondation. Donc les CRA, et quand ils viennent sur nos terrains, ou les prescripteurs, ils le voient bien. Hein, donc ils en ont conscience. Ils vont le faire de plus en plus, je pense. Oui, c'est un dialogue qui existe déjà, qui est mis en place et qui fonctionne finalement quand il est initié, peut-être assez en amont. Pour ce qui est aussi des autres solutions, on avait évoqué donc les toilettes sèches. On a vu comment c'était peut-être un peu compliqué à mettre en place. Il y a le tamisage à sec, peut-être aussi. Je ne sais pas si vous avez eu à expérimenter ça, si c'est probant, pas probant. On entend parler. Alors, on n'a pas encore commencé, mais c'est en projet prochainement, parce que toujours dans l'idée que consommer des carburants pour transporter une tonne à eau dans des conditions qui ne seraient pas forcément optimales sur un plan environnemental. Il y a des tutos en ligne ou des problématiques, notamment au niveau du monde agricole, avec des solutions assez facilement adaptables. Alors, il n'y a pas une solution unique pour toutes les entreprises, tous les chantiers, tous les cas de figure, mais en tout cas, il y a des bribes de solutions qui peuvent exister, qu'on peut réadapter pour entamer déjà un tamisage en fonction du mobilier, bien évidemment, sur le terrain, sans eau. On ne l'a pas encore testé, ça va être le projet des prochains mois, ça, justement. Vous avez eu des retours d'expérimentation déjà ou pas? Non. Pas ma connaissance en termes de fragilité par rapport au mobilier. Après, les équipements existent, des choses avec des systèmes de... évidemment, l'idée, bien évidemment, parce qu'on pousse un peu le bouchon jusqu'à fond, c'est de ne pas utiliser d'électricité pour mettre en place ce tamisage. Donc il faut un système pendulaire ou un système mécanique avec une force humaine qui n'entraîne pas de TMS, donc avec des systèmes de pédaliers. Voilà, c'est des petites choses comme ça qui sont en cours de développement, qu'on n'hésitera pas à vous partager s'il y a besoin. Mais comme toutes les solutions qu'on a pu mettre en place depuis 3 ans, il y a une V1, une V2, une V3. La première solution, elle est bien. Tout à l'heure, il y avait l'image notamment pour les récupérations d'eau de pluie. Il y a eu au moins 3-4 versions pour faire fixer une bâche sur un chantier qui est à moins de 6 km du littoral avec le vent, avec des contraintes de démonter la structure s'il y a un coup de vent qui arrive assez rapidement. Donc voilà, la solution à chaque fois, elle est toujours améliorable. C'est ce qu'on appelle le droit à l'erreur. C'est qu'on n'a pas l'obligation d'avoir une bonne solution tout de suite. On essaie de ne pas engager trop de fonds sur une solution, on la teste, et surtout, on demande à tout le monde de son avis des utilisateurs. Parce qu'entre la personne qui y réfléchit et la personne qui va le mettre en application, ce n'est pas toujours la même chose. Est-ce que ça ne rajoute pas des contraintes par rapport aux EPI? Parce qu'ils sont tamis à sec, on va faire de la poussière. Est-ce qu'on va mettre un masque? Il faut mettre des lunettes. Est-ce qu'il faut mettre des casques anti-bruit? Ça génère quand même toujours d'autres problématiques. Donc c'est des choses qu'il faut réfléchir en amont, je pense. Dans notre approche, alors même si... disons que nous, globalement, on était plusieurs dans le service, avoir une espèce de volonté d'essayer de faire un peu d'être mieux disant en termes écologiques, etc. Mais on se rend compte que la solution, c'est pas forcément... Déjà, tout le monde n'y adhère pas, parce qu'il y a des questions de praticité, et qu'une solution qui va être bien sur le plan environnemental, si elle n'est pas bien au niveau physique, au niveau de bien-être au travail, elle ne passera pas. Et justement, en interrogeant les équipes sur leur façon de travailler, sur la topographie, l'utilisation de bombes de peinture, quel que soit le sujet, on quitte un peu le thème de l'eau, mais c'est souvent les personnes qui sont confrontées au problème qui ont déjà une amorce de solution. Donc effectivement, il n'y a pas de solution unique et on ne va pas forcément prendre la meilleure solution environnementale si elle n'est pas bonne pour l'équipe, si elle n'est pas bonne pour la personne qui fait la solution. Donc c'est d'où cette phase de test. On essaiera, et on est comme dans un climat, même s'il est moins humide qu'il était auparavant, où l'atmosphère reste un peu moins sèche que dans vos territoires. C'est d'où l'importance de la collaboration entre le terrain et la logistique. Oui, effectivement, je vois que le rôle du logisticien ressort beaucoup là dans les échanges. Ouais. Est-ce qu'il y avait aussi d'autres peut-être petites méthodes, astuces que vous aviez testées? Je ne sais pas sur les autres diapos si on a
Juste un mot, ça sur les images qu'a produites donc, notre collègue logisticienne. C'est rapidement des petites images d'illustration du système de filtration de l'eau utilisé sur le gros chantier qu'on a eu l'année dernière à Douvres, de 6 mois sur 4 ou 5 hectares de mémoire. Voilà, donc le système est évolutif, a été amorcé par la citerne d'eau parce que pour le coup, il n'y avait pas suffisamment de précipitations pour ce chantier-là. Ce qui est intéressant aussi par rapport aux intempéries, je revenais, suite à ce gros chantier-là, on en a eu 2 autres du même acabit. Et c'est intéressant, c'est la façon dont l'équipe se saisit de ces problématiques-là. On a eu 2 chantiers différents, 2 équipes différentes, chantiers de même taille, même profil. Et ça, les solutions n'ont pas du tout été... les personnes ne se sont pas emparées des mêmes solutions de la même façon. Et il y a un chantier qui a très bien fonctionné, c'est celui où ils se sont rendus compte que contrairement à l'avis du SRA qui était de décaper les 2 hectares d'un coup, il valait mieux décaper en fonction de la densité des vestiges de plusieurs façons, ce qui a évité tous les problèmes d'inondation, de perturbation du terrain, etc. Les images qu'on a pu voir tout à l'heure étaient notamment issues de ce site-là. Et l'autre chantier où effectivement avec un autre substrat, ils n'ont pas eu à mettre en application ces mêmes techniques, mais globalement on voit que c'est juste qu'ils n'ont pas trouvé leur intérêt dans ce fonctionnement, donc il y a aussi beaucoup d'accompagnement à faire, parce qu'on a nos habitudes et des fois c'est plus rassurant de se dire qu'on fera la poste-fouille après. Voilà, c'est des choses qui sont aussi un petit peu fines à mener au-delà de la solution technique de livraison de la citerne et de la bâche pour récupérer l'eau de pluie. C'est pas que de la logistique, c'est aussi beaucoup d'accompagnement pour que les gens y trouvent leur intérêt. Oui, tu parlais aussi tout à l'heure de fouiller autrement, donc avec ces systèmes de décloisonnement entre fouille et post-fouille. Ici, je pense que c'était l'illustration. Là, c'était l'une des illustrations du fameux chantier à Douvla-des-Livrandes. Le constat, c'est qu'il y avait un calendrier qui était contraint. À un moment donné, on a pas mal d'opérations. On a des locaux qui n'étaient pas extensifs en centre-ville de Caen. Donc, on ne pouvait pas avoir les différentes opérations avec le lavage en même temps sur ce pôle-là. Donc, ça a impliqué tout de suite de faire le poste-fouille et le lavage, en tout cas le pré-traitement du mobilier sur le terrain. Ça a impacté également la façon et l'utilisation du recours au plastique. Comme on avait la station de lavage sur le terrain, hormis les problèmes d'eau dont on a déjà parlé, il s'agissait d'utiliser moins de plastique. Donc du coup, on a trouvé la solution de petits godets en plastique dans lesquels on mettait le mobilier. Je ne sais pas si vous avez ce souvenir-là. Moi, je me souviens en programmé, on avait des boîtes de glace dans lesquelles on mettait le mobilier et puis après, le traitement était fait tout de suite. Ça, quand vous n'avez pas de transport à faire en voiture, quand vous restez sur le site, le céramologue était présent, les spécialistes peuvent voir le mobilier tout de suite, il y a moins d'écrasement, d'altération du mobilier fragile dans les sachets, et puis je crois qu'on passe entre 2 et 4 sachets entre le moment où on collecte le mobilier sur le terrain et le moment où il est en sachet définitivement pour le SRA, on passe à un seul sachet, il passe de la petite boîte, une fois qu'il est lavé, traité, il est dans son sac définitif, et il y a beaucoup moins de consommation de plastique de ce côté-là. Et donc, parmi les adaptations, cette illustration-là montre le premier prototype où on a installé la station de lavage dans un container. On s'est rendu compte que ce n'était pas vraiment optimal au niveau du séchage du mobilier. Donc, sur la fouille d'après, on est passé sur un Algeco. C'est juste un Algeco bureau en plus, avec des fenêtres, pour que la circulation d'air se fasse mieux en journée. Merci pour le partage de toutes ces... C'est du test, hein, c'est pas du prêt à emploi, vous l'avez compris. Hein, mais, et puis surtout, voilà, on a rendu, il y a assez peu de choses obligatoires, mais en incitant les gens très fortement, sans dire qu'on les oblige, à faire du post-fouille, du lavage, une journée par semaine sur un temps de fouille. On a eu, entre le chantier qui a accepté la règle et pas l'autre, on a eu un chantier où il y a eu plusieurs TMS, plusieurs personnes qui avaient des tendinites, etc., 1 ou 2 arrêts de travail de mémoire, alors que l'autre chantier... voilà, tout le monde s'y met, il y a une valeur de modèle, de montrer l'exemple pour tout le monde, hein, du héros pour toute l'équipe. Et chacun passe sa journée à faire du lavage, à faire du traitement, ça repose. Quand il fait chaud, vous êtes au frais, quand il fait froid, vous êtes au chaud. Et finalement, tout le monde s'organise comme ça. Quand il y a des intempéries et que parfois il y a un terrain qui est moins accessible, et on n'est pas obligé de retourner au service, etc. On a ça sous la main, et puis comme le climat normand est un peu comme le climat breton, il fait beau plusieurs fois par jour. Vous pouvez vous interrompre plusieurs fois ponctuellement pour faire un peu de lavage avant de retourner fouiller à un moment donné de la journée où il fait un meilleur temps. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de problèmes liés à cette gestion de l'eau sur les chantiers, eau ou pas eau, voilà. Si elle y est, qu'elle y soit ou qu'elle n'y soit pas, ça peut être un problème. Je peux passer la diapo.
Et on voit aussi que... Ah oui, il y a aussi, on a oublié d'évoquer la consommation en eau potable. Bon, peut-être passer un peu rapidement sur cet aspect-là, entre la consommation voilà, de bouteilles d'eau et de gourdes. Je ne sais pas comment ça s'articule sur vos chantiers, si généralement c'est plus de la livraison d'eau, d'un point de vue logistique, ce que ça implique. Du coup, chez nous, on n'a pas de gourde. Pas encore, peut-être. Du coup, effectivement, les solutions, c'est actuellement quand on n'a pas de raccordement à l'eau potable, donc ce qui est 90% de nos chantiers, on travaille avec on prend des bouteilles d'eau. Alors, par contre, on évite les allers-retours. Quand on a un gros chantier qui dure longtemps, on se les fait livrer en palette. Donc, on a une grosse quantité de bouteilles d'eau. Donc, ça permet quand même d'avoir de l'eau à disposition en permanence. Mais effectivement, c'est peut-être pas la meilleure solution. Alors, la gourde, on a de plus en plus de collègues, par expérience, sur mon terrain. J'ai quasiment la moitié de mes collègues qui ont une gourde personnelle. Et on a de la chance d'avoir sur ce terrain-là, en plus de notre base de vie relais, une base de vie fixe, où l'aménageur, qui est la base de vie des carriers, parce qu'on est sur une carrière, l'aménageur leur a mis une fontaine à eau directement branchée sur les réseaux d'eau potable. Donc en fait, on utilise des bouteilles d'eau, mais la majorité de mes employés finissent par... Enfin, de mes collègues. Ouais, it's no good. Donc la moitié de mes collègues finissent par finalement utiliser leur gourde et la remplir au système de l'aménageur qui nous laisse bien évidemment l'utiliser autant qu'on veut. Donc c'est vraiment un système qui n'est pas encore chez nous, mais qui serait vraiment qui est attendu vraiment par les collègues, notamment tous les CDD et les jeunes qui nous remettent un peu l'environnement dans la tête. Et c'est vraiment une belle pratique qu'on aimerait bien mettre sur nos terrains aussi. Je me souviens d'une visio sur la thématique dans une discussion avec la sous-direction de l'archéologie au niveau de l'ANACT, où on expliquait chacun comment on faisait par rapport aux gourdes. Donc nous, on est passé aux gourdes assez facilement, il y a un an maintenant, 1 an et demi, parce que voilà, entre le prix que ça coûte de livrer de l'eau, de l'acheter, les bouteilles qui sont jamais finies, enfin, au bout d'un moment, très très rapidement, toute l'équipe s'est rendu compte que c'était pas viable. Et donc, on a trouvé ce modèle de gourde d'une entreprise française, qui est un truc en inox, c'est 1 litre. Pour les agents. Alors c'est un coût d'achat bien évidemment, mais qui est amorti finalement assez rapidement. Mais dans les échanges qu'on a pu avoir avec d'autres collègues, toujours dans l'idée d'accompagnement, on avait des collègues de certains services qui disaient nous on a encore des bouteilles d'eau, alors on remplit nos gourdes avec les bouteilles d'eau parce qu'on a des équipes qui ne se sentent pas de remplir, même si le jerrycan dédié à l'eau potable est désinfecté et dédié à ça, ils ne se sentent pas de remplir leurs gourdes avec de l'eau qui vient d'un jerrycan. Donc il y a beaucoup d'appréhension encore sur l'eau, d'où elle vient, etc. Donc c'est quelque chose qui doit s'accompagner, mais nous on a eu la chance de se rendre compte qu'on a quand même des bonbonnes de 5 litres en complément s'il le faut. Hein. Et puis si 1 litre ne suffit pas, on met 2 gourdes à disposition pour la journée. Les gens la rechargent chacun à leur domicile. Mais voilà, c'est passé assez facilement pour le coup. Mais on n'a pas non plus une énorme structure qui fait que le coût d'investissement n'était pas non plus insurmontable sur une année. Oui, moi je veux juste rajouter qu'en plus, sur les contraintes de l'eau, en été, il faut que nos collaborateurs aient de l'eau fraîche. Et on est obligé de leur fournir minimum 3 litres par jour. Et donc, il faut qu'il y ait des frigos, qu'on puisse mettre de l'eau, des bouteilles d'eau dedans, et ils remplissent leurs gourdes au fur et à mesure au fil de la journée. Voilà. Par extension, et aussi peut-être la gestion du déchet de la bouteille d'eau. Je ne sais pas comment c'est géré, mais c'est aussi une logistique en soi. Et je ne sais pas s'il y a des tris, par exemple, qui sont mis en place. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'en règle générale, de toute façon, on a toujours des poubelles de tri dans les bases de vie, donc ils trient leurs déchets. Quand ils ont la possibilité de trouver un endroit, des containers de recyclage, ils le font eux-mêmes. Sinon, les déchets redescendent sur la base de Cournon ou de Orange. Bon, par contre, ils ne redescendent pas exprès pour descendre dans les poubelles. C'est soit le coordinateur qui va les descendre, soit quand ils doivent passer, récupérer du matériel, etc. Ce n'est pas des trajets faits exprès pour les déchets, quoi. Bien, je pense qu'on a fait un peu le tour de cette large question. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Oui, Laurence. Oui, moi je voulais dire qu'on a tous des entreprises un petit peu différentes avec des tailles différentes. C'est souvent les petites entreprises ou les plus petites qui trouvent les solutions, qui ont des systèmes D et qui sont vraiment très très bons à prendre et desquels on peut s'inspirer. Et que en fait, le principe, je pense, de la FEMAP, notamment sur ces questions, c'est aussi de s'inspirer des bonnes solutions des autres
pour essayer de les appliquer. Alors nous, on est une grosse entreprise, mais je pense qu'à l'échelle des chantiers, on pourrait essayer de mettre des choses en place comme ça. Ça a été le cas, hein. On a déjà eu quelques solutions, mais des choses plus pérennes. Et du coup, on est tous très intéressés par le partage de ces connaissances, le partage de ces tests, de ces essais. Et je pense qu'on est vraiment ici dans le lieu pour en discuter et pour trouver les meilleures pratiques et essayer d'être tous un peu plus vertueux aujourd'hui sur nos pratiques où des fois on n'a pas trop le choix, mais on essaye de faire au mieux pour faire avancer un peu tout ça. Donc juste moi je voulais dire que je suis très contente notamment des interventions des collègues et qu'il y a plein de bonnes idées à prendre et que vivent les gourdes bientôt à EVA. Merci d'avoir respecté le temps. Bravo à tous. Merci beaucoup pour ces échanges très intéressants. On va passer aux questions. Donc, s'il y a des questions dans la salle, c'est le moment de les poser. Sébastien. C'est juste une petite précision. En fait, depuis 2021, la distribution des bouteilles d'eau en plastique est interdite dans le cadre professionnel. Mais ça ne concerne pas encore les chantiers. Les chantiers, on a encore le droit. Mais dans le cadre professionnel, on n'a plus le droit de distribuer des bouteilles plastiques. Voilà, normalement. On a encore le droit. Oui, non, c'était juste pour intervenir sur l'histoire. Je ne sais pas si on m'entend. Sur l'histoire des raccordements, en fait, c'est un problème qui est ancien. C'est encore une fois notre différenciation entre nous et le BTP. C'est-à-dire que, grosso modo, sur tout aménagement, ce qu'il faudrait arriver à obtenir, en tout cas, c'est d'intégrer les lots techniques du chantier et, du coup, de passer après au moins une première phase VRD. C'est-à-dire que, comme de toute façon, ils seront obligés de faire leur raccordement pour toute construction, il faudrait que nous, on puisse intervenir juste après. Sauf que jusqu'à présent, nous, on est la contrainte, on est quelque chose qui s'impose au chantier et du coup, on est déconnecté complètement de la construction alors qu'on devrait intégrer la construction. Et c'est peut-être là-dessus qu'il faudrait essayer d'appuyer, je ne sais pas sous quelle forme, encore une fois, mais potentiellement, là encore, le SRA a quand même 5 cahiers des charges. Et il peut très bien stipuler que les archéologues devront intervenir lors de la phase numéro 2 du chantier suite au passage VRD du raccordement. C'est la seule solution, sinon il n'y en aura pas. Ouais. Oui, Laurence, si tu veux répondre. Oui, j'ai assez parlé. Merci. Non, mais je suis tout à fait d'accord. En fait, je pense que c'est un peu ce qu'on dit ici, c'est qu'il faut repenser. Enfin, il faudrait. Alors, c'est bien mignon de dire il faudrait ceci, il faudrait cela, mais l'idéal, effectivement, c'est qu'on soit vraiment intégré dans l'aménagement, et ça nous permettrait de réclamer plus de choses qu'on nous doit entre guillemets, mais qu'on devrait nous devoir. Donc, c'est un gros boulot. Et alors. En fait, on vous dit, on est allé plus loin en se disant qu'effectivement, il faudrait qu'on ait plus de droits. Peut-être on a évoqué, mais on ne va pas en reparler ici, mais d'une convention collective qui ne se fera pas, hein, on s'en doute, mais ça aurait pu nous aider à faire tout ça. Le BTP a des années d'expérience qu'on n'a pas. Et effectivement, si on pouvait être considéré comme une partie du BTP, comme une partie de l'aménagement, ça arrangerait beaucoup de choses, effectivement. Et pour les bouteilles d'eau, oui, merci de faire ce rappel qui fait qu'effectivement, on va avoir des cours d'AEVA bientôt. Parce qu'on n'aura pas le choix. Oui, juste une petite précision. Que les VRD interviennent avant, il faut penser que des fois, sur l'emplacement des VRD, il y a des fouilles à faire. Et d'autre part, comme moi je suis en collectivité, il faut penser aux 2400 diagnostics annuels qui viennent largement en amont. Où on a les mêmes problèmes de liaison à l'eau, mais où en plus, en fonction des résultats du diag, l'aménageur a peut-être laissé tomber son projet à lui. Ouais, ça ne concerne pas effectivement que la fouille. Oui, j'avoue que là, pour l'instant, on a pensé aux fouilles. Hein. Les diagnostics, c'est un autre problème très, très vaste. Et en fait, c'est vrai qu'on s'est un peu contraint par le fait que les entreprises privées ne font pas de diagnostic. Donc, on a complètement abandonné nos collègues et on s'en excuse pour ça.
Peut-être qu'il va falloir qu'on en reparle un peu dans notre commission, mais effectivement, c'est un problème. Puis de toute manière, le diagnostic, si on parle des toilettes, quand on fait des diagnostics linéaires, qu'est-ce qu'on fait des toilettes? Est-ce qu'on les déplace au fur et à mesure? Enfin, tout ça, c'est plein de problèmes. Et effectivement, les raccordements dans tout ça, ça s'y met très, très mal. Mais à minima, essayons déjà de se défendre un peu plus pour les chantiers de fouilles un peu conséquents. Et puis, je pense qu'au fur et à mesure... quand ils comprendront qu'on a une voie, qu'on n'est pas juste là, vite fait, au passage, qu'on leur prend juste des sous et qu'on ne sert pas à grand-chose et qu'on est un peu ennuyeux, peut-être qu'au fur et à mesure, on arrivera à avoir un peu plus de droits, en tout cas les droits qu'on mériterait, je pense, et qu'on ne demande pas assez, à mon sens. Mais comme tu disais, Laurence, le dialogue est entamé et déjà avec les SRA, avec les aménageurs aussi, donc c'est quand même engageant sur cette voie. Rester positif. Oui, ils ne sont pas tous bornés et ils ne pensent pas tous qu'on est des embêteurs, pour rester poli, mais c'est quand même... on est un peu des embêteurs quand même. Oui, alors ce qu'on voit aussi sur les photos, c'est que ça pose des problèmes de sécurisation du chantier, la délimitation des zones, des trous qui sont inondés, mais aussi les trous qui peuvent se reboucher et qui ne sont pas compactés, dans lesquels on peut être susceptible de remarcher. Donc la signalétique est super importante dans ces cas de chantier qui peuvent être... Là, on a abordé... Je suis désolée, je monopolise, allez-y les gars. Je suis partie, arrêtez-moi. Oui, c'est clair, là, on est vraiment sur la gestion de l'eau, mais tout ça, ça installe un tas de problèmes qui suivent. C'est-à-dire qu'on n'a pas parlé de... Alors, on a parlé de nos problèmes à nous, mais on engendre plein d'autres problèmes. On parlait hier des toilettes sèches avec l'INRS qui nous évoquait le fait que les toilettes, après, il faut les vidanger. C'est pas nous qui le faisons et que de la même façon, on fait partie d'une chaîne et qu'on pense à nous en premier, mais qu'il faut aussi qu'on pense aux gens qui sont autour de nous et tout ce que ça entraîne, nos pratiques pour nous et pour les gens avec qui on travaille, pour les pelleurs, pour les gens qui viennent vider nos toilettes, pour tout ça, pour les chaînes de compostage. En fait, l'environnement, le problème, c'est que c'est un vaste monde et qu'on a tendance à regarder que là où on est et qu'en fait, autour de nous, il y a plein d'autres gens et ça peut créer d'autres conséquences. Et donc, en fait, tout le problème et tout l'enjeu, c'est de savoir si ce qu'on veut mettre en place ne crée pas des conséquences pires. Et effectivement, la santé et la sécurité, c'est hyper important, je ne vais pas vous dire le contraire. Et ce genre de chantier crée beaucoup d'autres problèmes que la gestion de l'eau, effectivement. Oui, c'est pas qu'une question d'eau, effectivement, c'est ce qu'on a vu pendant presque une heure. Ouais. Après, c'est le rôle de la logistique qui doit choisir ses fournisseurs. Nous, on se renseigne avant de choisir un fournisseur, on se renseigne de ce qu'il fait, on demande d'aller voir. Donc, on ne prend pas n'importe qui, quoi. On a toujours une étude qui est faite avant, de notre côté. Oui, c'est ce que tu disais, tu parlais, toi, tu étais allé te renseigner sur les produits qui veillent dans les toilettes chimiques, le compostage, tout ça, c'est important aussi de demander à nos fournisseurs qui nous donnent les bons renseignements sur ce qu'on utilise. Voilà, d'où l'importance des logisticiens dans ce cheminement-là, en fait, qui vont aller chercher ces informations et qui vont aussi nous les transmettre auprès de nos intervenants prestataires. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on passe à la prochaine table ronde? On est, je crois, dans des temps top. Merci à tous pour ces échanges.